Ça fait 20 ans que je suis à la SPA et ça s'arrange pas. Le problème, c'est que là, nous, ça fait plus d'1 an qu'on est saturé de non-stop. Là, on doit avoir en attente 300 demandes d'abandon de chiens. On est vraiment saturé, on peut pas plus. Le moment le plus dur, c'est un animal qui décède au refuge. Voilà, ça arrête le truc. Pardon. Je suis Ninon Rueff et je suis responsable du refuge de plaisir depuis fin 2021. Et avant ça, je suis à la SPA depuis 2002. En tant qu'agent animalier d'abord, puis chef d'équipe sur refuge de plaisir et enfin responsable de refuge. Moi, ça fait 20 ans que je suis salariée à la SPA, même plus de 20 ans maintenant. Et là, on a une situation où en Ile-de-France, on a rarement connu ça. Il manque de place. Les chiens qui se retrouvent sur la voie publique en fourrière, normalement, au terme du délai, ils ne sont pas réclamés, ils sont transférés dans des refuges. Là, actuellement, tous les chiens ne sont pas transférés dans les refuges. Il y a des chiens qui sont depuis plusieurs mois en attente dans les fourrières, qui sont pour les plupart du temps privés et qui ont autre chose à faire que de dépenser l'argent pour garder des chiens. Mais ils font de la protection animale comme nous, pour espérer trouver une place dans les refuges. Et là, il y a des chiens dont on se déplace maintenant pour voir les animaux. Donc en fourrière, actuellement, par manque de place dans les refuges, il y a des euthanasies d'animaux. Et donc c'est très compliqué. Vous allez voir en traversant les chenilles qu'on a un profil type de chien quand même qui ressort du lot. Mais non, les gens sont encore moins conscients d'avant de ce qu'occasionne un animal, ses besoins. Pourtant, il y a une nouvelle législation, mais qui n'est pas rentrée dans les mœurs, puisque c'est constamment à nous de l'expliquer, mais le fameux certificat d'engagement et de connaissance, qui est en vigueur depuis octobre 2022, qui est un document qui va expliquer les besoins spécifiques. Donc, c'est-à-dire, il va y avoir un document pour les chiens, un document pour les chats, un document pour les furets, un document pour les lapins. C'est les espèces qui ont été déterminées au préalable. C'est pas encore valable pour tout, c'est ça que ça veut dire. Mais en fait, donc, on va expliquer les besoins spécifiques d'un chien, ses besoins de dépenses, les besoins alimentaires, les besoins en soins, pour que les personnes s'engagent en signant ce document-là. Donc là, c'est devant la loi qu'ils signent ce document-là et qu'ils nous remettent au moment de l'adoption. Honnêtement, nous, ça fait des années, la SPA fait des adoptions et certaines choses de base, comme prendre soin de son animal, ne pas l'attacher, pour voir ses besoins, etc., sont indiquées et font partie des articles auxquels s'engagent les gens lorsqu'ils signent un contrat d'adoption. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe avec ce papier ? Pour l'instant, ce n'est qu'un papier de plus. Voilà où on en est. Il y a eu un renforcement de la législation concernant tout ce qui est acte de cruauté, acte d'abandon. Après, il faut que ce soit appliqué. Quelqu'un qui, en France, qui laisse son animal, alors on ne va pas non plus trop le dire, mais un animal qui est identifié à la fourrière, le propriétaire ne vient pas récupérer, il reçoit un pauvre courrier qu'il menace vaguement, que c'est sujet à une amende, un abandon sur la voie publique d'un animal, et en même temps passible aussi de peine de prison. Mais les fourrières n'ont pas la possibilité de poursuivre et la SPA, nous, ne va poursuivre que dans des cas vraiment lourds de maltraitance. Donc là, on va suivre le parcours des adoptants en fait. Vous allez voir, ça crève le cœur de voir les chiens qui vous sollicitent derrière les barreaux. Alors, notre problématique, c'est qu'on a pas mal de chiens qui ont des particularités, à savoir la plus problématique en refuge, c'est de ne pas être sociable avec les congénères. Parce qu'effectivement, ça fait que du coup, ils vont prendre un box pour eux tout seuls. Et que plus on a de chiens sociables, moins on peut en sauver parce qu'on a moins de place en fait. Donc c'est vrai que dernièrement, là en ce moment, on est tellement saturé qu'on ne peut plus se permettre de prendre en abandon un chien qui n'est pas sociable avec ses congénères. Parce qu'on ne peut pas le caser. On n'a pas le luxe d'avoir un box pour lui. Là actuellement, on a quand même 2 chiens qui dorment dehors le soir, qui dorment en parc la nuit parce qu'il n'y a plus de place pour eux en chenille. On a des chiens dans la salle d'attente, qui dorment en salle veto, j'en ai aussi dans le bureau. Enfin voilà, on est vraiment saturé, on ne peut pas plus. Donc comme vous pouvez le voir, le profil des chiens qu'on a, beaucoup de chiens typés, molossoïdes. La loi de 99 avait tenté, donc la loi dit des chiens dits dangereux, donc on a catégorisé, on a estimé que sur des critères physiques, des chiens pouvaient présenter une dangerosité. Actuellement, on a stigmatisé les chiens type Amstaff. Donc vous avez les chiens de première catégorie qui ne devraient plus exister à l'heure actuelle grâce à la loi. Mais il n'y en a jamais eu autant en fait. Donc c'est des chiens que nous on fait déclasser, mais officiellement, parce qu'effectivement cette loi elle se base sur des critères morphologiques très précis. Donc un chien qui va être vaguement typé molossoïde peut tout à fait être replacé en étant identifié en typé dog parce que légalement on peut se le permettre et c'est des chiens qu'on place très bien. De toute manière on n'a que ça. Si on peut faire le tour de chenille, on a quasiment que ça. Sinon aussi beaucoup de malinois. Et donc la loi a décidé de stigmatiser des chiens comme ça, mais actuellement il y a beaucoup de chiens type malinois aussi. À ce moment-là il faudrait un permis de détention pour détenir un malinois parce que c'est pas pour n'importe qui ce genre de chien. C'est pour des gens conscients des besoins de cette race de chien en particulier.
Donc nous, notre rôle, c'est de mettre à l'honneur des chiens voilà, qui ont été stigmatisés et qui sont très mignons, qu'on place voilà, toutes sortes de profils de personnes. Mais les problématiques de dangerosité, on peut en avoir plus souvent sur des chiens de petite taille ou des chiens qui n'ont rien à voir avec les TP staff. Donc on sait que voilà, la loi a été mal faite pour ça, ça fait beaucoup de mal et qu'à l'heure actuelle, la loi n'a aucun sens puisqu'il n'y a jamais autant de chiens comme ça. Et que les chiens de deuxième catégorie, donc des staffs qui ont un loft, un lit des origines françaises, du coup, ne sont plus adoptés en refuge, ils croupissent dans les refuges puisqu'il y a une législation, port de muselière dans les lieux publics, déclaration mairie, assurance spécifique et permis de détention, qui fait que les gens ne veulent plus s'embêter. Okay. Donc du coup, c'est des chiens, on a des chiens qui sont là depuis 4 ans, des staffs. Regarde ce petit peu, j'ai pas de petits biscuits, j'ai rien, mais on est très jolis. Par contre, on n'aime pas trop les poteaux, c'est pour ça qu'on est plus fort. Personnellement, j'ai une histoire avec la SPA, vu que j'avais mon deuxième chien qui était aussi un rescapé, qu'on a eu via la SPA. Du coup, premier truc quand on s'est dit, tiens, peut-être on pourrait avoir un chien, c'est la SPA directement. Personnellement, on est dans un grand appart, donc déjà, on savait que même si on adore les chiens qui sont assez gros, parce qu'on a grandi avec ça, on savait que c'était pas forcément la meilleure idée. Et puis après, surtout savoir le comportement du chien, parce qu'effectivement, si c'est un chien qui a besoin d'énormément d'exercice en appartement, c'est pas forcément idéal. Puis après, juste, je pense que chaque chien a sa personnalité. Il faut juste rencontrer le chien et voir s'il y a un match, je pense. Il y a un match. Une grande partie de la provenance des chiens, c'est la provenance de fourrière. Comme je vous disais, des animaux qui sont retrouvés sur la voie publique, qui font un délai légal de fourrière de 8 jours ouvrés, au-delà duquel ils nous sont proposés par les fourrières et qu'on prend en fonction de la place qu'on a. En ce moment, par exemple, pour vous dire, sur une liste de 40 chiens que nous propose une fourrière qu'on a toutes les 3 semaines, on en sort péniblement 10. Et encore, à la fin, on n'a pris que 2 petits chiens parce qu'il n'y avait pas de place. Après, pour les raisons d'abandon, nous, ce qu'on constate au refuge, parce qu'on pourrait dire, oui, la crise économique, en quelle mesure ça joue sur les abandons, les problèmes financiers des personnes. Alors, je peux vous dire que nous, toutes les demandes d'abandon qu'on reçoit tous les jours, et plusieurs dizaines, là, on doit avoir en attente 300 demandes d'abandon de chiens. Chat, ça arrive à peu près à se réguler, donc on doit en avoir un peu moins de 100 quand même, mais c'est ahurissant et on n'est pas en mesure d'absorber tous ces animaux-là. Tous ces animaux-là, les raisons d'abandon, la plupart du temps, c'est de responsabilité pure et dure. Et que éventuellement sur 10, il y en a un qui va dire oui, et puis aussi ça me coûte un peu d'argent. Voilà. Mais je peux vous dire, la réalité, c'est que les gens qui ont vraiment des problèmes financiers, déjà, ils peuvent obtenir de l'aide auprès de la SPA pour des aides vétérinaires. Et puis, nous, quelqu'un vient ici en disant, voilà, là, en ce moment, je suis trop juste, je peux pas nourrir mon animal. Et nous, on a des dons, on a régulièrement des dons, donc on aide les gens. Et donc, la réalité, c'est que les gens qui ont des problèmes financiers et qui tiennent l'animal, ils se débrouillent, ils y arrivent, et même ils se sacrifient pour leur animal. Mais les abandons qu'on a actuellement au refuge, et depuis des mois, la crise, on ne sait pas où est la crise. C'est plutôt un problème d'irresponsabilité des personnes qui prennent un animal qui ne correspond pas. Une dame qui vit à Paris en appartement, qui va abandonner son labrador de 1 an parce qu'elle n'arrive pas à le gérer, qu'elle n'arrive pas à le tenir en laisse. C'est que ça. Alors, de toute manière, une personne qui fait la démarche d'abandonner dans un refuge, qui prend la peine d'appeler, de s'assurer qu'il y ait de la place, etc. On va dire que c'est effectivement quelqu'un qui ne va pas laisser son chien au coin de la rue ou attaché au fond de la forêt, comme ça arrive encore régulièrement. Donc ces personnes-là, ils ont quand même une démarche, on va dire relativement raisonnable. Après, ça va dépendre de leur attitude. Oui, il y a des personnes qui vont arriver rigolards. Pour eux, un animal reste un objet. Voilà, donc on rencontre d'affreux jojo. Le problème, c'est que là, nous, ça fait plus d'1 an qu'on est saturé de non-stop. Ça redescend pas. C'est-à-dire que c'est même pas que l'été. Maintenant, c'est toute l'année. C'est tout le temps. C'est juste que la période estivale est d'autant plus difficile, c'est qu'on a toujours autant de demandes d'abandon et il y a moins d'adoptions. Donc ça tourne moins. Donc on est beaucoup plus frustré, on peut moins prendre de chiens. En général, juin, juillet, c'est calme en termes d'adoption. Donc lorsque les gens viennent pour une démarche d'adoption chat, on leur fait comme pour les chiens, remplir un questionnaire spécifique pour avoir une idée de leur contexte et on va les orienter dans un premier temps, sauf s'ils ont une demande spéciale, mais on va les orienter en premier temps dans les chatteries, les collectivités. Donc tous les chats qui sont, on va y aller d'ailleurs, tous les chats qui sont à jour de vaccin, stérilisés, testés FIV, FELV. C'est des salles où il n'y a pas vraiment de saturation. Parce que ce qui se passe, c'est que pour qu'un animal soit à jour de vaccin, il faut 1 mois. Et puis on a quand même des placements régulièrement, même si c'est plus calme en ce moment. Donc là, actuellement, on ne subit pas une saturation dans nos salles. Donc là, les chats sont une dizaine de chats, ce qui est un nombre correct par rapport à la superficie, parce qu'il y a une réglementation là-dessus, auquel on est tenu. Voilà. Un chat qui arrive de fourrière,
qui a été trouvé sur la voie publique. Un chat qui arrive en abandon, il ne va pas être mis en collectivité avec les autres comme ça. Il faut qu'il soit vu par notre vétérinaire, il faut qu'il soit mis à jour de vaccin, il faut qu'il soit stérilisé, qu'il soit parfois soigné et qu'il soit compatible avec ses congénères. Et aussi au niveau alimentaire, qu'il n'ait pas une alimentation spécifique. Donc dans ces cas-là, il reste côté isolement, les salles qu'on va voir après aussi. Il y a toute une phase en tout cas d'isolement avant de mettre les animaux en collectivité. Et ils peuvent être aussi adoptés avant d'avoir tout ça pour pouvoir finir en com, comme on dit dans les coms, avec un axe extérieur. Donc la vie n'est pas trop dure. Alors là, je vais vous amener côté isolement. Donc c'est une zone où on peut accompagner des adoptants pour leur montrer les animaux qui sont justement des chats qui sont en fin de soins, qui peuvent être adoptés, mais qui ne sont pas encore assez prêts pour être en collectif. Notre travail, c'est d'accueillir, de soigner, donc pour rendre adoptable. Donc ça peut être soigné physiquement et parfois mentalement, parce qu'il y a des animaux qui vont être extrêmement stressés, des chats qui ne sont pas sociabilisés avec l'être humain, ou des chiens qui ont des problèmes comportementaux, qui ont besoin de réapprendre un peu les codes, donc ça fait de la rééducation, et donc pour les rendre adoptables. Alors là, on rentre dans les parties isolement chatterie, donc il y a 6 salles en tout. Là, vous allez voir, les animaux sont en cours de soins. Là, c'est vraiment la salle dans laquelle on transfère les animaux qui déclenchent les coryzas au refuge. Sinon, on a aussi une salle pour tous les animaux qui viennent du fourrière en particulier. On installe dans cette pièce-là. Il a des choses à dire. Toujours. Donc là, les chats qui viennent de fourrière, il peut y avoir des animaux avec des soins assez importants. Donc bien sûr on s'assure que les chiens qui sont dans la salle ne soient pas agressifs vis-à-vis des chats. Voilà. Là en bas, il y a une petite chatte qui vacille sur ses pattes en fait. Elle a des problèmes neurologiques. Elle a certainement contracté, on pense, le typhus plus jeune et elle a des neurologiques qui persistent. Mais elle n'est pas perturbée par les chiens. Et quand on n'est pas là, Zeus c'est très sage. Donc il va arrêter d'aboyer, il va se coucher sur sa terrasse et ça va très bien se passer. Donc c'est des chats qui peuvent plus ou moins avoir des soins importants. Il peut y avoir de la teigne. Donc la teigne c'est pénible parce que c'est une cause transmissible à l'humain, mais c'est pas grave. Ce qui est plus grave, c'est des coryzas très lourds avec des infections ophtalmiques, buccales également, qui peuvent parfois, rarement, mais conduire au décès de l'animal. Et puis on a eu des cas de typhus où là c'est une maladie virale qui est mortelle sur tous les chats non vaccinés en fait. Ah, je suis fatiguée, du coup vous collez les larmes aux yeux, là je suis désolée. Oh. Non, non, les moments les plus durs c'est un animal qui décède au refuge. Voilà, ça reste le truc. Pardon. Oui, un animal qui décède au refuge, oui, parce que ça veut dire que c'est un échec en fait. Un animal qui décède soit d'une maladie qu'il a déclenchée, soit qui décède de vieillesse au refuge parce qu'il n'a pas trouvé preneur, qui a déclenché un cancer, ce genre de choses. Oui, c'est sûr. Ce qui nous déprime, nous, c'est de les voir rester. Ok. Voilà. Donc c'est notre travail de les voir partir, d'avoir des nouvelles plus tard. Et après, nous, on a la chance de faire la passation avec les adoptants, comme vous avez vu tout à l'heure avec le couple. Donc on transmet les infos qu'on a sur l'animal, et puis on a confiance dans les gens à qui on confie l'animal. Voilà. En tout cas, c'est notre travail de faire confiance aux gens. Dans notre travail, on voit le pire de l'être humain et on voit le meilleur aussi. Et je pense que notre force, c'est justement que les moments mauvais, on les retient pas forcément, parce que ça permet de continuer. Et l'inconvénient, c'est que du coup, les bons moments, on les retient pas forcément non plus. On a rarement le temps de savourer des choses comme ça. J'ai plus des souvenirs plus jeunes, si je puis dire, parce que ça fait plus de 20 ans que je suis à l'ESPER. Oui, il y a des animaux qui m'ont marqué, et oui, à l'époque, j'étais peut-être plus sensible, et oui, ça m'est arrivé, tout à l'heure on en parle, de pleurer au départ d'un chien, mais finalement maintenant rétrospectivement je me dis oui, on a eu des moments euphoriques où on avait réussi à placer, à l'époque c'était des moments où on n'avait pas du tout le même profil d'animaux, mais quand on faisait les Noëls des animaux à Paris, on pouvait placer 40 chiens d'un week-end. Et à une époque en refuge aussi, on faisait des portes ouvertes au mois d'octobre où on plaçait plus de 30 chiens. Et ces moments-là, on ne les retrouve plus parce qu'on a des profils de chiens beaucoup plus difficiles. Et pour les chats, c'est un petit peu plus calme aussi. Alors, tout à l'heure, on parlait de la crise. La crise, elle n'impacte pas forcément les raisons d'abandon, mais par contre, elles peuvent freiner certaines démarches d'adoption. Et ce qui est lourd dans notre travail, ça ne va pas être de gérer les animaux. Après, comme ils sont, il y a des animaux difficiles, il y a des animaux qui ont des passés douloureux et qui sont abîmés, qui peuvent être parfois, vraiment, dans certains contextes, parfois dangereux parce qu'ils sont en stress, ça on le sait. Mais après, ce qui nous mine le plus, nous, c'est le relationnel avec certains publics, bien sûr. Voilà. Après, honnêtement, je vois la situation, là, en ce moment, j'ai pas beaucoup d'espoir. Ça fait 20 ans que je suis à l'ESPER et ça s'arrange pas. Les animaux sont de plus en plus abîmés par leurs propriétaires. Il y a des choses qui évoluent dans le sens où on est passé maintenant à l'éducation positive. Donc on rééduque les chiens de manière douce, mais il faut du temps et puis on n'a pas le public. Le public, il est pas complètement prêt pour tous les chiens qu'on a à l'adoption actuellement. Donc là pour l'instant, oui, je veux pas dire que c'est... Enfin, c'est pas en plein été qu'on demande un responsable de refuge s'il a de l'espoir pour quelque chose, parce que je peux vous dire que c'est un moment très difficile, c'est une période très difficile de l'année.
Mais voilà, si la loi était appliquée, tout simplement.